Bonjour. C'est bon? Comment vas-tu? Merci de nous inviter chez toi. Ah, écoute, je viens de faire un ménage d'enfer. Chic, je vois pas de poussière. Je vois Daphné du Maurier et Manderley. Donc, nous sommes vraiment au bon endroit et à la bonne place. Merci de nous inviter. On aura l'occasion d'en reparler. C'est très intéressant de rentrer dans des maisons d'écrivains. Oui, c'est vrai que d'habitude, c'est nous qui allons chez nos chers libraires. Donc, c'est vrai que c'est très, très, à la fois très étrange d'avoir tout le monde qui arrive chez moi, mais bon, en même temps, je suis très, très contente. Je voulais quand même dire quelque chose. Je sais que Frédéric de Gelt nous écoute pendant que Nathalie Couder, notre chevalier libraire, est en train de fermer toutes les caméras de tout le monde, et c'est normal. Vos caméras doivent être fermées et votre son aussi. Donc, merci beaucoup de respecter ça. C'est très important pour nous. Je voulais quand même dire quelque chose, Fred. Je sais que tu nous écoutes là. Ça a été une telle frustration pour nous de ne pas pouvoir rencontrer nos chers libraires, de ne pas pouvoir aller à vos rencontres, tous les lecteurs. C'est extraordinaire de pouvoir échanger avec vous virtuellement. J'ai assisté déjà à plusieurs rencontres et je me rends compte à quel point c'est vraiment merveilleux de pouvoir le faire, même si ce n'est pas la vraie vie, de pouvoir parler ensemble. Donc, un grand merci à Frédéric de Gelt, un grand merci à Nathalie Couder, notre chevalier libraire qui est en train de gérer tout à la technique. Donc, c'est normal qu'elle vous coupe votre vidéo, c'est normal qu'elle vous coupe votre vidéo, parce que sinon, on ne peut pas continuer. Donc, s'il vous plaît, ne rallumez pas votre vidéo et ne rallumez pas votre son. C'est pas que j'ai pas envie de vous voir, mais c'est entre la libraire, la charmante libraire que j'aime tellement, Marie-Adélaïde, et moi. Et après, vous allez pouvoir poser vos questions par le chat. Et c'est Nathalie qui va récolter vos questions. Et on aura un petit peu de temps. On va rester ensemble à peu près 35-40 minutes. Alors, je ne sais pas qui fait de la cuisine pendant qu'on parle. Je ne sais pas s'il y a des sons ou si c'est toi, Tatiana, avec Non, le casque. ce n'est pas moi. Je pense que c'est quelqu'un qui s'appelle Miller. Alors, voilà. Super. Voilà, donc moi, je fais de la délation. Ouais, c'est bien. Et peut-être qu'elle faisait un gâteau pour toi, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'elle faisait un gâteau pour moi. En tout cas, tu fais bien, tu ne veux pas me remplacer tous les soirs pour faire. Non, je plaisante. En tout cas, mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans les rencontres online. Il y a peut-être des messieurs parmi nous. Oui, il y a des messieurs. Oui, il y a des messieurs, donc il ne faut pas dire tout le temps mesdames. Oui, mais je m'adresse à vous, mesdames. Donc, alors là, on est là. Et après, je dis bonjour à tous, messieurs, dames, si vous préférez. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans les rencontres online initiées par Frédéric de Gelt. Alors, effectivement, il y a encore un point de son là. Oui, alors ça, c'est Pardo, monsieur Pardo qui fait du bruit. Voilà. P-A-R-D-O. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? J'arrive. Merci. Donc voilà, donc ça ne remplace pas effectivement les rencontres en librairie, mais ça donne un moyen aux auteurs qui ont sorti leur livre depuis janvier et comme Tatiana juste avant ce foutu confinement, hélas, de parler de leur livre. Donc évidemment, ton livre est disponible à la vente sur les sites marchands des librairies qui font le click and collect, qui ont plein de choses. Vous pouvez retrouver la liste de cette librairie sur le site Je soutiens mon libraire. C'est très important, vous aurez toutes les informations et aussi disponible sur toutes les plateformes numériques. Donc je vais vous laisser converser, puis moi je reviendrai à la fin pour le jeu des petites questions. Donc je vous souhaite une bonne rencontre, mesdames. Merci beaucoup, Nathalie. À nous deux, Tatiana. Merci. Encore une fois, merci pour ce roman. Merci pour ce roman qui démontre toute l'ampleur de ton talent. Comment est arrivée cette idée? Comment as-tu eu cette idée qui s'est imposée à toi? Je voudrais que tu nous parles un peu de ce prémisse avant qu'on parle du traitement et surtout des influences littéraires qui t'ont accompagnée. Alors, je n'avais pas du tout prévu d'écrire sur un futur proche. D'ailleurs, ce n'est pas tellement ce que je fais d'habitude, mes lecteurs le savent, je m'intéresse plutôt au passé et comment le passé revient pour influencer le présent. Et puis, ce livre est né des discussions que j'ai eues avec mon cher père, qui j'espère m'écoute en ce moment, Joël de René, grand scientifique, grand futurologue. Et mon père a toujours eu cette phrase qu'il a empruntée à un cinéaste connu qui est
je m'intéresse au futur parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. Et je me suis dit, mais tiens, au fond, c'est très vrai cette phrase. Mais j'ai remarqué aussi que le futur fait peur. Le futur fait peur parce qu'il est anxiogène, parce qu'il est souvent dépeint d'une façon assez noire, assez terrifiante. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, et si je mettais en scène une femme dans un futur très proche, peut-être 10, 15 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu d'autres influences. Cette série anglaise que tu connais peut-être, qui s'appelle Black Mirror, qui m'a ouvert toutes sortes de portes imaginaires. Évidemment, le merveilleux roman de Margaret Atwood que nous avons tous relu, La Servante écarlate. Écarlate, bien sûr. Et donc, très vite est né ce personnage, Clarissa, mon héroïne, dans un Paris un petit peu abîmé, comme on le verra, dans un futur très proche. Et en fait, ça a ouvert une porte d'inspiration, d'idées. Très vite, le roman s'est mis en place. Cette femme, que je cueille à un moment précis de sa vie, puisqu'elle Un a... moment de fragilité. Est-ce que c'est ça qui t'a intéressé dans son personnage? Oui, il fallait que je la prenne à un moment fragile. Elle quitte son mari pour une raison qu'on va découvrir. Elle est écrivaine. Elle est franco-britannique et ça s'arrête là. Je vous dis tout de suite, tous ceux qui disent « Oh là là, Tatiana Droney a écrit sa vie et s'est mis en scène », non. Clarissa, moi, je vous rassure, elle est n'est rousse. pas moi. Ce n'est pas Tatiana. Elle est rousse, elle fait 1m80, elle a les yeux bleus et elle était géomètre dans une autre vie, ce qui ne m'est jamais arrivé. Et donc, très vite, j'ai eu l'idée de cette maison connectée dans laquelle Clarissa va emménager, une résidence artistique. J'ai toujours aimé les maisons, comme tu le sais. Et donc là, c'est une maison connectée. Est-ce que tu veux qu'on n'aille pas trop vite dans notre maison connectée pour qu'on prenons notre temps. On va prendre notre temps. Je te propose de rester sur Clarissa, sur le portrait de cette femme. Je pense qu'elle est très intéressante avec ses fragilités, avec son comportement, avec son second métier et avec ses passions littéraires. Parce que Clarissa a deux auteurs qui l'ont marqué à jamais et qui vont nous servir de repères, parfois clairement indiqués et parfois par indice. Ça t'a amusé de mélanger tout ça dans ce texte? Comme elle était écrivaine elle-même, je raconte aussi comment elle est venue à l'écriture, assez tardivement d'ailleurs, parce que Clarissa a un certain âge, c'est une romancière senior qui est venue tard à l'écriture, à la cinquantaine déjà passée. Et elle a deux idoles, qui sont Romain Gary et Virginia Woolf. Mais elle s'est intéressée à eux par le biais des lieux, avant toute chose, puisque donc elle est géomètre. C'est quelqu'un qui mesure les lieux, pour qui le cadastre n'a rien d'étranger. Virginia Woolf et Romain Gary sont des écrivains que j'apprécie particulièrement depuis longtemps déjà. Et donc, c'est comme si leurs ombres respectives planaient sur ce roman, puisque grâce aux souvenirs de Clarissa, on va visiter à la fois l'appartement de Romain Gary rue du Bac, dans des circonstances un peu particulières, et on va aussi visiter la magnifique maison de Virginia Woolf, Monk's House, qui se trouve près de Brighton, où j'ai eu la chance extraordinaire d'aller grâce à un certain Augustin Trapenard, avec qui j'ai tourné une émission là-bas. Et c'est en visitant cette maison extraordinaire où on a l'impression que Virginia Woolf va revenir d'un moment à l'autre, avec ses sécateurs à la main et qu'elle est allée couper ses roses dans son jardin. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je voudrais que ces deux écrivains figurent dans ce livre pour montrer l'importance de ces auteurs qui investissent les lieux à leur manière, c'est-à-dire que quand on se rend dans un endroit où un écrivain a vécu, et ben c'est comme si il ou elle était encore là. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans on va dire, ce nattage de ce récit, celui de Clarissa. Bien sûr, les influences
de Virginia Woolf et Romain Gary, mais je précise tout de suite que vous n'avez pas besoin d'avoir lu ni l'un ni l'autre pour lire le mien. Mais ce qui est très touchant, c'est que je reçois des messages de lecteurs qui n'avaient pas lu ni Romain Gary ni Virginia Woolf et qui ont commencé à les lire grâce à moi. Et ça me fait très plaisir. Est-ce que moi, j'ai été totalement séduite et je me suis arrêtée 9 chapitres, 9 têtes de chapitres. Et à chaque tête de chapitre, ça, on pourra en parler, c'est très intéressant, des titres très très courts, des mots. Il y a une phrase de Romain Gary ou de Virginia qui se répondent et qui créent cette ambiance. C'était ça ton tissage. Tu as travaillé dans quel sens? Tu as d'abord repéré des phrases, tu as d'abord travaillé sur une situation. Comment t'es-tu organisée? Alors, je prends le livre pour vous montrer. Effectivement, la table des matières, ce sont des mots très très courts. Hein. C'est clé, lac, tour, langue, poudre, encre, blonde, canicule, implosion. Je suis allée chercher dans la correspondance intime de Virginia Woolf et Romain Gary des phrases qui étaient d'ailleurs toutes les deux, la plupart, dans des lettres d'adieu, puisqu'ils ont tous les deux mis fin à leur jour, comme on sait. Et donc, ça peut donner, par exemple, au chapitre 4, « J'ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau », Virginia Woolf, 28 mars 1941. Et peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon roman autobiographique « La nuit sera calme », Romain Gary, 2 décembre 1980. Donc, j'ai structuré tous mes chapitres grâce à ces citations de ces grands auteurs. Et je précise d'ailleurs que le titre de mon roman, qui est venu très tardivement, puisque j'avais trouvé un autre titre, et là je vais vous donner un scoop, et si mes éditeurs m'écoutent, ils vont se marrer parce qu'ils vont se rappeler de cette situation. J'avais trouvé un titre dont j'étais très, très contente. C'était « Les lieux intimes », en anglais « Intimate Places », puisque j'ai écrit ce livre dans les 2 langues en même temps. Et donc, je me souviens d'un coup de fil d'Héloïse d'Ormesson, mon éditrice, qui me dit d'un air un peu gêné « Tatiana, les lieux intimes, ça ne va pas du tout le faire. » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que ça fait penser à des toilettes. » Et donc, je n'avais pas du tout compris que ça faisait penser à des toilettes. Donc, du coup, en catastrophe, à la dernière minute, on a dû chercher un titre. Et dans le roman Mrs. Dalloway, qui a aussi son importance dans le mien, il y a cette phrase magnifique « Des moments comme celui-ci sont des bourgeons sur l'arbre de la vie, ce sont des fleurs de l'ombre », extrait de Mrs. Dalloway. Pourquoi cette phrase m'a tellement parlé? Parce que justement, les fleurs de l'ombre, c'est ce qui pousse dans notre cerveau quand nous avons un doute, une incertitude, une paranoïa. Et étant donné que dans ce roman, je surfe sur la paranoïa de Clarissa, et bien tout d'un coup, Virginia Woolf m'a donné son titre dans les 2 langues, Les fleurs de l'ombre, Flowers of Darkness. Thank you, Virginia Woolf. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je pense qu'il y a une autre auteure que tu aimes beaucoup et qui t'a donné tout ce trait de suspense, de noirceur, c'est Daphné du Maurier. Qui est juste là derrière moi. Exactement. Qui veille sur moi. Les deux. Et je trouve que tout au long de ce roman, même si elle n'est pas citée, même si elle n'apparaît pas, elle est là dans cette noirceur, dans cette situation qui se complexifie de page en page pour ton héroïne. C'est un beau compliment que tu me fais parce que comme tu le sais, c'est la romancière qui m'a donné envie d'écrire et grâce à qui j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Ça ne m'étonne pas et vous étiez de toute façon faites pour vous rencontrer toutes les deux. Dis-moi, dernière petite question sur Clarissa, cette femme qui est très intéressante, qui est très complexe, qui est à la fois forte et fragile, si tu es d'accord avec moi. Elle a un rapport à la dualité que je trouve intéressant. D'abord, elle est bilingue. Elle est complètement appliquée dans ces 2 langues. On verra qu'elle écrit dans ces 2 langues et que c'est très important. Elle a eu 2 enfants, on en parlera peut-être ou vous le découvrirez dans le texte. Elle a eu 2 maris, ça c'est certain. Elle est partagée entre 2 appartements qu'elle a aimés, plus celui qu'elle doit trouver toute seule. Est-ce que ce chiffre 2 représente quelque chose d'intéressant pour toi? Est-ce que ça t'a... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a interpellé dès le début?
Alors, je n'y avais pas pensé consciemment, mais c'est vrai que à force de discuter avec mes lecteurs, des journalistes, des libraires, c'est vrai que je me rends compte que ce chiffre poursuit Clarissa. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer toutes les vies qu'elle a eues, en m'intéressant surtout à ses traumatismes, bien sûr. Et donc, c'est vrai que j'oscille entre plusieurs époques. Et ces deux maris, par exemple, on se rend compte aussi que quand on évoque le passé d'une de nos héroïnes, on est obligé d'aller creuser ce que Virginia Woolf disait, creuser des belles grottes derrière chacun de ces personnages. Et donc, ces deux maris, j'ai été amenée à essayer de comprendre aussi leur personnalité, pourquoi Clarissa n'était pas restée avec Toby, son premier mari, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi elle a quitté le deuxième, François, quelle est l'origine de ce choc épouvantable qu'elle va découvrir, hein, que je vous laisse découvrir. C'est vraiment le cœur du livre, donc je ne peux pas trop en parler. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Totalement interdit. Voilà. Et donc, cette dualité, c'est vrai, poursuit un petit peu Clarissa. Clarissa, en fait, est entre deux mondes. Elle est dans la vraie vie, celle qui lui est imposée par cette résidence casa où elle habite maintenant, où elle va découvrir toutes sortes d'éléments qui l'angoissent. Et puis, il y a la vie qui va lui parler, dans le sens où la vie qui va l'appeler en lui disant « tu peux t'échapper de tout ça ». Il y a ce qui l'attend, en fait. Il y a ce qu'elle subit et ce qui l'attend. Donc, il y a aussi cette dualité-là dans mon livre. Tout à fait. Je verrai encore une autre dualité, si tu en es d'accord. Clarissa est écrivain, elle est auteure. Tatiana est également écrivain, auteur. Et toutes les deux, toi, par la bouche de Clarissa, tu parles de ce métier d'écrivain. Tu parles du circuit du livre, tu parles de la solitude de l'auteur, tu parles de cette désaffection qui nous touche tous et qui nous fait de la peine d'une partie des lecteurs qui ne prennent plus le temps de lire. J'ai trouvé que c'était très intéressant ta position dans le livre sur cet éclairage. Et puis moi, j'ai eu un petit sourire dans ton tout petit passage, vous le lirez, page 69. Tatiana, vous verrez, nous révèle que tous les écrivains sont des menteurs absolument extraordinaires. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Attends, il faut que j'aille voir la page 69. Attends, je ne me souviens plus. Alors, mon livre est loin derrière. Attends, le mien, 69 sur le le mien bas est de la là. page. Le mien est là, donc je vais regarder tout de suite. Alors. Vers le bas. Ah oui. Si je mens, oui, je mens tous les jours. Les écrivains sont des menteurs professionnels. Ils passent leur vie à raconter des histoires. Si nous ne pouvions pas mentir, nous n'écririons pas. Alors ça, c'est un hommage direct à Daphné du Maurier, encore elle, puisque lorsqu'elle avait été sommée de venir à New York, on l'accusait de plagiat, rappelle-toi, Ouais. pour Rebecca. Il y a une dame dont le nom je ne me souviens même plus, qui a soutenu que Daphné du Maurier avait pompé son livre inconnu pour écrire ce chef-d'œuvre qui est Rebecca. Et donc Daphné du Maurier a été obligée d'aller à New York et expliquer comment elle avait eu l'idée de Rebecca, qui en plus était un processus très intime, qui naissait d'une certaine jalousie vis-à-vis d'une ex-girlfriend de son mari. Et à un moment, elle dit dans son journal, et je le dis dans Mandalay Forever, qui est juste derrière moi, pourquoi est-ce que les écrivains devraient expliquer cette espèce d'arrière-cuisine qui est la nôtre, où nous racontons nos histoires, où nous vous emmenons dans d'autres mondes. Si on ne pouvait pas justement ouvrir toutes ces portes-là et vous emmener ailleurs, on ne serait pas romancier. Donc oui, les romanciers, les romancières sont... Enfin, ça veut, mentir, il y a mensonge et mensonge. C'est pas un mensonge, je dirais. Non, c'est de l'imagination. En fait, c'est inventer des histoires. Exactement. Inventer une réalité. Exactement. Donc, ça. Ça m'a fait très plaisir de le lire et ça m'a fait très plaisir que tu mettes le doigt et que tu parles du confinement des auteurs en pleine période d'écriture, de cette solitude, de l'exposition en librairie. C'est très intéressant. Vous verrez, il y a plein de petites pépites à tirer. Je vous propose qu'on avance parce que l'heure tourne. Nous sommes aussi, c'est un des sujets qui te plaît, c'est la ville de Paris. La dernière fois, tu nous l'avais montré sous une
inondation absolument terrible. Là, tu nous présentes encore un Paris blessé, mais tu vas beaucoup plus loin parce que, comme tu le dis, le futur, c'est celui qui nous attend dans les 10 ans à venir. C'est un futur compliqué avec des attentats, mais aussi avec une technologie qui va nous entourer, avec une technologie qui va changer complètement nos façons de vivre. Et ça, c'est un sujet qui t'a intéressé et tu as créé un immeuble dans un quartier qu'on connaît bien toutes les deux, en pleine rénovation. Tu as créé un immeuble absolument hyper connecté, avec des choses très troublantes. Alors cet immeuble, donc la résidence Casa, dans lequel emménage Clarissa, elle passe une sorte d'audition pour rentrer là-dedans, parce qu'on est pris sur dossier. Et je me suis amusée à imaginer ce que pourrait donner une résidence d'artistes très moderne. Alors, on y trouve des auteurs, bien sûr, on y trouve des musiciens, des poètes, des sculpteurs, des peintres. Et Clarissa devrait se sentir bien dans cet immeuble. Imaginez un immeuble très moderne, au dernier étage, avec une vue sur tout Paris. Dans chaque appartement, il y a ce qu'on appelle un assistant virtuel. Ça existe déjà, hein. Vos téléphones portables, d'ailleurs, ont déjà des assistants virtuels. Si vous demandez à Siri, je ne vais pas parler trop fort, sinon le mien va me demander ce que je veux. Et donc, dans chaque appartement d'artiste, il faut paramétrer un assistant virtuel qui est là pour vous projeter vos mails sur les murs, répondre à toutes vos questions, organiser votre agenda, gérer votre sécurité, etc. Clarissa étant une grande admiratrice de Virginia Woolf, d'ailleurs, c'est d'où vient son pseudo, Clarissa, elle a choisi ce pseudo suite à Clarissa Dalloway. Évidemment, elle va appeler son assistante virtuelle Mrs. Dalloway. Et au début, on pourrait croire que Mrs. Dalloway est là pour agrémenter la vie de Clarissa, l'aider à s'organiser dans son travail, etc. Mais très vite, Clarissa va se sentir espionnée. Il y a des caméras dans pratiquement toutes les pièces, sauf les toilettes, je précise. Et on peut les lieux intimes, comme dirait Héloïse d'Ormesson. Et on peut les mettre en mode intime, justement, mais Clarissa vit cet envahissement, invasion de son intimité d'une façon très violente. Et comme elle est fragile, puisqu'elle a connu ce très grand choc suite à ce qu'a fait son deuxième mari, vous verrez, donc elle est à fleur de peau. Et donc elle se fait un film très rapidement sur qui est derrière la résidence Casa, et notamment un personnage assez inquiétant qui s'appelle le docteur de Winter, encore un petit clin d'œil à ma chère Daphné. Le docteur de Winter, on ne sait pas très bien si c'est un homme, si c'est une femme. D'ailleurs, pour la version audio que j'ai aussi enregistrée, et ça a été un grand plaisir, pour Lizzie, les éditions Lizzie, quand je prenais la voix du docteur de Winter, c'était très inquiétant. Je devais vraiment la baisser comme ça. Et là, je faisais le docteur de Winter qui parlait à Clarissa et qui lui disait qu'elle n'avait pas fait ses tests parce que tous les matins, chaque écrivain doit aller dans sa salle de bain connectée et faire toutes sortes de tests de santé. Et Clarissa, petit à petit, va commencer à se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ces tests? À quoi servent-ils » Et là, tac, la paranoïa commence. Tu nous amènes dans une autre dimension. Je te propose, si on est toujours dans cet appartement, dans cette ambiance, dans cette suspicion, un autre personnage que tu as créé, on ne va pas aller jusqu'au bout de ce personnage pour rien révéler. Il s'agit de Mia White. C'est un personnage, encore une fois, très trouble, très double. Tout à fait. Mia White est une très jeune femme de 19 ans et qui contacte Clarissa au début comme une fan, une lectrice, parce que Clarissa a publié 2 romans, dont un a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Géomètre de l'intime. Et donc, elle reçoit un courriel d'admirateurs, de lecteurs. Et cette jeune femme est une amoureuse de Romain Gary comme elle. Et Clarissa tombe un petit peu dans le panneau de cette jeune femme qui, en plus, a un physique assez spectaculaire. Clarissa va voir sur les réseaux sociaux qui est cette Mia White. Elle voit une jeune femme magnifique, avec des grands yeux. Et comme elle se sent seule, suite à sa rupture,
Elle est seule. Suite à sa rupture, elle accepte, encore une fois, d'une façon un petit peu trop hâtive. Elle donne rendez-vous à cette jeune femme à l'extérieur, mais très vite, elle va se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sourire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne qui veut tellement comprendre comment et pourquoi j'ai écrit mes livres dans les 2 langues? Pourquoi ça l'intéresse tellement? Ce qui est très intéressant quand même, c'est d'étudier pourquoi et comment la paranoïa naît chez quelqu'un. Et c'est ce que j'essaye de faire naître chez vous, chers lecteurs. Et je précise pour vous dire que dans ce roman, je ne vous donne pas toutes les réponses. Ce n'est pas un thriller, ce n'est pas une dystopie. J'ai emprunté au code des 2, mais c'est une invitation à la réflexion. Je ne suis pas là pour vous dire attention, ça c'est les méchants, attention car Clarissa a tort, attention, il va se passer telle chose. Je suis là pour faire naître en vous une suspicion concernant ces technologies qui nous entourent ou pas, d'ailleurs, parce que on peut faire confiance, évidemment. J'ai voulu explorer sur tous les niveaux comment l'intelligence artificielle s'initie dans nos vies, comment s'immisce dans nos vies, comment elle risque justement de perturber notre créativité, nos rapports les uns avec les autres. Donc, je vous invite à lire la fin de la page 32, que je vais vous lire maintenant, puisque j'ai pas mal de questions sur Instagram sur mon livre, donc je vais vous lire la fin de la page 32, si tu permets, Marie-Adélaïde. Mais je t'en prie. Pourquoi un artiste devrait-il se justifier? Sa création parlait d'elle-même. Des lecteurs lui demandaient de temps en temps d'expliquer la fin de ses livres. Cela la faisait rire, pleurer parfois, ou la mettait dans une rage folle. Elle écrivait pour inciter à réfléchir et non pour donner des réponses. Merci de vous rappeler de ça quand vous arriverez à la fin du livre. C'est trop beau. Et surtout, vous verrez, vous aurez cette réflexion de cette montée en puissance. Alors, le temps tourne. On continue. Une autre thématique qui, à mon avis, concerne autant Clarissa que Tatiana, c'est la famille. La famille est quelque chose de très important. Que ce soit au-dessus de Clarissa, son père est un personnage merveilleux qui va nous apporter l'humour, le bon sens, la franchise, qui va l'aider à s'affranchir de beaucoup de convenances. Mais il y a aussi 2 femmes, la fille et la petite fille de Clarissa, Andy et Jordan. Et j'ai trouvé que ce mélange d'échange, de modernité, avait quelque chose qui bousculait Clarissa et qui lui faisait un bien fou. Et je pense que, tu me le confirmeras, l'importance de la famille, c'est un ancrage. C'est quelque chose qui va lui donner sa force au moment où elle est en pleine fragilité. Et c'est drôle et triste d'ailleurs de parler un petit peu de famille maintenant, alors que nous sommes tous confinés et souvent tellement loin de notre famille. Donc, tu as raison. J'ai voulu montrer aussi plusieurs générations dans ce livre. Donc, on a Clarissa qui arrive, enfin, je vous laisse découvrir l'âge de Clarissa. Hein. Vous pouvez le calculer vous-même. Elle est plus âgée qu'on le pense, mais très jeune dans sa tête. Elle a un papa qui a bientôt 100 ans, hein, qui pète le feu, hein, qui est incroyable, qui lui remonte le moral quand elle va pas bien, qui a toujours, qui jure hein, beaucoup. Elle a ça de lui. Hein, les jurons, il parle souvent d'une façon très très imagée. Donc il y a son papa qui est incroyable, qui est anglais, et il y a sa fille Jordan, qui est une grande scientifique, une hydrologue. Elle s'occupe des crues et du risque justement des crues. Ça m'a Sentinelle de la pluie qui m'a donné cette idée. Est-ce que tout est lié, Tatiana? Sûrement. Et Jordan, qui a l'air d'être une fille merveilleuse et qui l'est, hein, elle a une 40aine d'années, elle s'inquiète beaucoup pour sa mère, puisqu'elle pense que sa mère file un très mauvais coton en se faisant toutes ses inquiétudes concernant Casa. Et puis il y a Adriana, Andy, qui est presque mon personnage préféré, qui est la petite fille que je n'ai pas encore, hein, j'espère l'avoir. Mes enfants sont encore jeunes, peut-être qu'ils auront, j'espère un jour
la joie de me donner des petits-enfants. Donc, Adriana, elle a 15 ans, on l'appelle Andy, et elle est absolument persuadée qu'il se passe quelque chose de très louche dans cette résidence Casa. Et donc, elle va mener une enquête avec sa grand-mère. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé tisser ces liens de différentes générations. Le papa centenaire, Clarissa, Jordan 40 ans, Andy 15 ans. J'ai vraiment aimé les liens familiaux. Alors évidemment, parfois on se dispute, parfois il y a des conversations un petit peu. Oui, bien sûr, il y a la famille anglaise de Clarissa avec qui ça ne se passe pas bien C'est du tout. différent, mais donc c'est comme ça qu'est la famille. C'est pas toujours le pays. Ah oui. Oui, c'est Non. normal. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais envie de montrer à quel point la famille, en tout cas pour cette femme qui se retrouve seule, confinée, on va dire, dans cet appartement hyper moderne qui l'espionne en permanence, à quel point la famille est importante. Tu évoques aussi dans ce texte, et c'est quelque chose qui t'inquiète, qui te tracasse, les dérèglements climatiques, la façon dont on ne prend pas soin de notre planète, ce qui va arriver dans notre futur proche, c'est-à-dire la perte des arbres, la perte des fleurs, tout sera remplacé par du synthétique. Tu l'évoques dans ce texte et c'est quelque chose de grave. Et puis, ça sera peut-être ma conclusion, tu offres à Clarissa, dans la fin du roman, la possibilité de changer de vie, la possibilité de respirer dans un lieu, on ne dira pas lequel, qui te tient à cœur, qui t'est cher. Et tu lui laisses une fin ouverte où elle va pouvoir s'en sortir et se retrouver dans une situation où même si on n'a pas été raisonnable, tout n'est pas fichu pour notre planète. C'est vrai que j'avais envie de terminer sur une lumière, de montrer le sens du mot résilience, qui est un mot qu'on est en train d'apprendre en ce moment, confinés que nous sommes. Le dérèglement climatique m'inquiète beaucoup, même si j'essaye de garder espoir, j'essaye de rester positive, mais on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet quand on voit ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, regardons même cette planète confinée, à quel point ça fait du bien. On peut voir l'Himalaya, il y a beaucoup moins de pollution, les canaux de Venise sont redevenus verts. Oui. Donc c'est vrai que dans ce futur que j'imagine dans 15 ans, eh bien on est quand même dans une grande inquiétude concernant les abeilles qui sont en train de mourir de plus en plus. Donc c'était tellement important pour moi de terminer ce livre sur une note d'espoir dans un lieu que j'aime plus que tout, où j'ai beaucoup grandi, où j'ai passé beaucoup d'été. Je vous laisserai découvrir ce lieu. Il fallait que je termine ce livre sur un apaisement, non seulement pour Clarissa, même si on n'a pas toutes les réponses, mais on sait désormais, elle est en lieu sûr, mais aussi pour mon lecteur, parce que j'inflige tellement de choses à mon lecteur, hein, je l'empêche de dormir, je lui fais peur, j'espère que je lui fais réfléchir. Tu nous mets dans une situation de canicule oppressante. Oui, oui, ça c'est vrai. Une canicule atroce que j'espère que nous ne vivrons jamais. Et donc, il fallait à la fin que je retrouve une certaine quiétude, que je retrouve ce que j'ai ressenti quand je me suis assise sur le lit de Virginia Woolf à Monk's House, grâce à Augustin Trapenard. J'ai ressenti une espèce de paix, quelque chose de doux, quelque chose de très paisible. Et j'ai eu envie de transmettre ça. Donc, j'espère que, chers lecteurs, vous saurez attraper ça dans mon livre. Tout à fait, Tatiana. Moi, je suis d'accord pour le bon verre de vin blanc sur la terrasse. Très bien. En compagnie du chat Chablis. Exactement, du chat Chablis qui est un peu le modèle du chat Mistral qui appartient à mon fils et qui est le modèle félin de mes romans. Qui a un rôle très important dans ce texte. Ah oui, bien sûr. Mais si vous m'entendez, je suis la voix. Oui, on t'entend, Nathalie, on t'entend. Bonjour la voix, bonjour la voix. J'aurais pu participer au programme CASA. Je pense que j'aurais bien fait une voix, pas avec l'accent anglais, mais du sud-ouest. Je vais juste vous couper parce qu'on est un peu dans le timing. C'était passionnant de t'entendre, Tatiana, parler de ton livre aussi bien. Et Marie-Adélaïde, j'ai bien aimé les thématiques que tu as abordées, mais j'ai plein de questions pour Tatiana. Et avant de commencer de les poser, je voudrais juste saluer la personne qui nous écoute en direct du Brésil. Ah, génial! Voilà. Hello, Brazil!
Voilà. Donc, la première question, c'est le futur dans un mois, ça sera quoi pour toi? Alors, d'abord, j'espère que nous serons plus ou moins déconfinés. Je n'ai pas encore de détails là-dessus. Je ne sais pas s'il faut qu'on porte tous des masques et je pense que les gestes barrières vont être encore d'actualité. Donc, moi, je rêve d'être ailleurs, parce que je suis confinée à Paris. Je rêve d'être ailleurs, dans ces endroits que j'évoque dans la fin de mon livre. Et je rêve de serrer dans mes bras mes parents, mes enfants, mes amis, de les serrer, de voir de les voir de près, de ne pas les voir de 2 mètres. Et donc, je rêve de ça, je rêve de ce contact humain qui me manque tellement, tellement, tellement. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que tu les avais fait flipper lors de leur lecture. Donc, ça, on C'est pense que… bien, je suis Oui, c'est bien. contente. C'est bien. D'ailleurs, en plus, tu nous as pris un peu un syndrome de Stockholm, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et est-ce que tu as pris du plaisir à nous manipuler un peu comme ça? J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre parce qu'il a une tension que je n'avais pas dans Sentinelle de la pluie ou même dans le roman sur Daphné du Maurier, même l'encre russe ou Rose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas renoué avec cette tension qui était dans Le Voisin, par exemple. Donc, j'ai bien aimé me faire peur aussi un peu à moi-même. Voilà, D'accord. j'ai bien aimé. Alors, après, j'ai une question qui arrive sur est-ce que la connaissance des œuvres de Gary et de Woolf contribuera à une compréhension plus approfondie du livre? Non, pas du tout. Euh, Comme je l'ai dit un tout petit peu avant, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir lu ni Gary ni Woolf pour comprendre ce qui se passe, puisque je vous emmène sur les lieux où ils ont habité. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est assez sympa pour moi, c'est qu'après avoir lu mon livre, ceux qui n'avaient jamais lu ni Gary ni Woolf ont commencé à les lire. D'accord. Est-ce que ces deux romans en deux langues différentes sont devenus pour toi deux romans différents? Ou est-ce que c'est Non, juste un? c'est exactement les mêmes. En fait, c'est comme si j'avais écrit… c'est le bilinguisme hein, que j'explore d'ailleurs dans ce livre. On ne pouvait pas parler de tout. C'est comme si j'entendais une musique, mais je la retranscris en 2 langues et j'ai vraiment travaillé pour que ça soit vraiment identique. Je n'ai pris aucune liberté, ni avec l'anglais, ni avec le français. Ça a été un automodelage en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte d'origine dans ce livre. Il n'y a pas le français ni l'anglais. Les deux sont venus en même temps. Je retravaillais l'anglais. Excuse-moi, tu écrivais sur 2 pages en même temps. Oui, j'écrivais sur 2 pages en même temps. Et j'avais le cerveau qui fumait. Qui veut dire que tu n'as pas écrit des personnages plus en anglais qu'en français? Non, La mais par question. exemple, pour te répondre, quand je trouvais que à un moment ou à un autre, ça ralentit mon récit, et je trouvais que ça ralentissait, hop, je passais à l'autre langue. Et dans la scène du paramétrage de Mrs. Dalloway, par exemple, par Clarissa, je me suis beaucoup amusée de vraiment faire un ping-pong entre les 2 langues, de reprendre, dès que j'écrivais une phrase en anglais, paf, je l'écrivais en français, and I would go from one to the other to make sure that every single text I wrote, every single sentence I wrote était la même in English and in French. D'accord. Est-ce que tu partages le pessimisme de Clarissa sur l'avenir du livre et de la lecture? Clarissa est très pessimiste sur l'avenir du livre et de la lecture. Il y a des jours où je pense qu'elle a raison et puis des jours où j'espère que non. Et finalement, quand je vois que vous êtes là et qu'on est quand même 80 là aujourd'hui, et moi, ça me réchauffe le cœur. C'est comme si j'étais en librairie avec toi, parce que c'était à peu près ce chiffre-là qu'on avait quand je venais chez toi. Exactement, en Bah oui. général. Donc je me dis que si vous êtes là, c'est que vous avez toujours envie d'écouter, d'entendre et de lire un auteur. Donc, j'ose espérer que les livres serviront à autre chose que d'être des belles décorations sur Instagram, comme le dit Clarissa. J'ai deux petites dernières questions, dont une, est-ce que c'est la Villa Médicis qui a été une source d'inspiration pour toi pour créer le programme CASA? Et est-ce que tu aimerais séjourner dans la Villa Médicis? Alors, c'est vrai que la Villa Médicis, c'est quand même un endroit sublime en plein Rome, avec une vue spectaculaire, dans quelque chose de très vintage et classique et beau. Mais le système était pareil, bien sûr, hein, faire rentrer les auteurs sur dossier, parce que chaque auteur est obligé de présenter ce qu'il fait. Bah oui, j'aimerais bien aller à la Villa Médicis. Tu as des tuyaux pour moi, Nathalie? Joker. Peut-être, je ne sais pas.
Il y a quelqu'un qui demande, pour un lecteur qui n'a lu aucun de tes livres, par lequel il faut commencer? Ça, c'est une question piège, je crois. C'est pas moi qui l'ai posée. Je pense qu'il faut commencer par le dernier. Il y a beaucoup de mes lecteurs qui sont restés coincés sur Elle s'appelait Sarah et qui me disent toujours « Ah, vous devriez faire le retour de Sarah, le futur de Sarah, Sarah, etc. » Julia s'est mariée avec William, ils ont eu des enfants. Bon, bref. Donc, ces lecteurs-là, heureusement pas trop nombreux, sont restés très bloqués sur la Tatiana il y a 10 ans. Donc, j'ai envie de leur dire, lisez les plus récents, lisez Sentinelle de la pluie, lisez celui-là, Les fleurs de l'ombre, lisez Mandala, et lisez mes nouvelles qui viennent de sortir donc chez Pocket. Et là, vous aurez un échantillon de tout ce que j'essaye de faire. Mais mes romans sont tellement différents, je ne fais jamais la même chose. Donc, si par hasard, ça peut arriver, vous n'accrochez pas du tout, eh bien, vous pouvez en lire un autre. Hein. Je change de genre, je change de style à chaque fois. Parfait. Donc tout à l'heure, tu nous as bien confirmé que tous les écrivains étaient des menteurs professionnels. Moi, je voudrais savoir si tu as menti au cours de cet entretien. Absolument pas. Ah, dommage. Même pas un truc. Rien. Mais rien. Non, je ne mens pas. Je ne mens absolument pas. Je mens tous les jours avec Frédéric de Gelt sur Instagram quand on vous raconte des histoires. Et pardon à tous mes pauvres lecteurs qui ont cru que cette migale était rentrée chez moi. C'est évidemment voilà, la migale de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Donc non, je ne mens pas. Je n'ai pas menti. Bon, parfait. Moi, j'ai fait le tour des questions. Je ne sais pas si Marie-Adélaïde, tu as une autre question piège ou pas. Piège. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? C'est Tatiana qui décide si elle a envie de repartir. On a peut-être 2 minutes, oui, 2-3 minutes, allons-y. Parce qu'on avait dit 45 minutes et voilà, donc on a le moi, temps. j'avais deux petites questions. Est-ce que tu as lu, on a partagé notre échange littéraire, ces auteurs qu'on a aimés, est-ce que tu as lu le merveilleux texte qui s'appelle Maison d'écrivain d'Evelyne Bloch-Dano? Mais évidemment. Ah, je suis contente. Quelle question. Et d'ailleurs, j'ai fait un très joli Instagram dessus. Ben oui. Et je sais qu'elle a ressorti une version, parce que j'avais la version d'origine, et puis elle a ressorti une version récente, agrémentée de textes et de photos. Exactement. Donc, bien sûr, je l'ai lu. Bien sûr, ça m'a beaucoup évoqué ça. Et en fait, deuxième et dernière petite question, est-ce que dans cette période de confinement où tu aurais dû être en pleine promotion pour les fleurs de l'ombre, où tu aurais dû être pleine de ton personnage de Clarissa, est-ce que tu as pris le temps d'écrire à nouveau, de te remettre devant tes pages anglaises et françaises? Alors, pendant les 3 premières semaines de ce confinement, je crois que j'ai ressenti ce qu'on a tous ressenti, une sorte de sidération, d'angoisse totale qui est encore là d'ailleurs, hein, ce n'est pas parti, qui m'a empêchée d'ailleurs de lire aussi. Je ne pouvais ni lire ni écrire. Et puis, mon éditeur, donc le groupe Editis, m'a proposé d'écrire une petite nouvelle pour un recueil de nouvelles. Extraordinaire, d'un très bon recueil de nouvelles. Je pense qu'on peut en parler. On peut en parler. C'est formidable. Alors, c'est un recueil numérique que vous pouvez télécharger sur lisez.com qui donc ont demandé à tous les auteurs Editis, nous sommes 84, à avoir écrit une nouvelle sur ce que nous inspirait le confinement. Donc, vous avez Sophie Fontanelle, Jérôme Attal, Gwenaëlle Robert, vous avez Lorraine Fouché, vous avez Marc Lévy. Donc, moi, j'ai choisi une lettre d'un jeune homme à sa prof. Et donc, ce livre n'existe pas en version papier. Il coûte 4,99 €. Et la chose la plus importante, c'est que ces 4,99 € vont directement à la Fondation des hôpitaux de Paris. Donc, vous voyez, c'est une petite façon d'aider tous ces gens qui travaillent tellement dur pour combattre ce virus. Et grâce à cette petite nouvelle que j'ai écrite dans le stress et dans l'angoisse du début du confinement, ça a désamorcé une petite pompe et ça m'a permis de repartir dans un roman. Alors, vous allez me dire, Tatiana, c'est pas possible, mais j'avais déjà prévu d'écrire sur un huis clos. C'est fou. Incroyable. Alors, incroyable. Donc, du coup, je me suis... C'est incroyable que ça, finalement, je pense. Donc, je me suis lancée là-dedans. Maintenant, ce qui me fait très plaisir, c'est que les libraires commencent à faire des drives. Donc, on est sollicité de plus en plus maintenant pour faire ce genre de rencontres. J'ai pu enregistrer une grande émission littéraire par Skype avec mes collègues
merveilleuses, Gaël Nohan et Frédéric de Gelt, et aussi Shumon Assina et Nelly Allard. Nelly Allard, que vous allez pouvoir découvrir mercredi prochain. Je ne vous en dis pas plus. Donc, j'ai l'impression que, voilà, on recommence à parler des livres. Mon livre, c'est comme s'il était endormi par le bel et c'était la Belle au bois dormant, mon livre, et il y a eu un prince. Alors, qui est venu réveiller? Je ne sais pas qui c'est peut-être Frédéric de Gelt, ou toi Nathalie, ou toi Marie-Adine, mais là, on recommence, ça y est, à parler des livres de mars, et Dieu merci, parce que c'était dur. Oui, et je te confirme que tous les 2 fois par semaine, on met des paniers et on donne des livres à des gens qui sont contents et qui nous disent « Mais heureusement, le livre est un produit de première nécessité, comment a-t-on pu en douter ?» C'est formidable, formidable. Je suis très heureuse de savoir ça. Je voulais vous remercier. Dire Merci que le beaucoup. livre de Tatiana est en précommande chez tous les libraires qui continuent. Donc, vous avez le site « Je soutiens mon libraire ». Vous trouverez toutes les librairies qui font le click and collect. Il a été édité en coédition par Robert Laffont et Héloïse Dormesson. On les remercie parce que c'est un merveilleux livre. Moi, j'ai vraiment adoré, Tatiana. Je te l'ai suffisamment dit, donc c'est merci. Soutiens, voilà. Et aussi, il est disponible sur les plateformes numériques. Je voulais juste vous dire qu'on se retrouvera… Et par audio. Et par audio. Oui, par audio. Lu en version audio. Ça, c'est pas mal. Je ne vais pas écouter, mais je vais peut-être aller écouter, ça m'intéresse. Et vous dire qu'on vous retrouve lundi à 17h30 avec les merveilleux livres de Jérôme Attal qui sera interrogé par Nicolas Houguet. Et mardi, c'est moi qui aurai la lourde tâche d'interroger Jessica Nelson pour son livre. Voilà. Donc, je voulais vous remercier, mesdames. Merci de vous avoir reçus chez vous. Merci Nathalie, merci Marie-Adélaïde, merci tout le monde. Merci Tatiana, merci Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt et surtout lisez, profitez de ce temps pour lire et découvrir. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.